La moitié du Canada demeure silencieuse, vaste, magnifique et presque abandonnée. Tandis que des villes comme Toronto et Vancouver débordent d'activité, des provinces entières se fondent dans le paysage du déclin. Les emplois disparaissent, les hivers rigoureux sapent le moral et les jeunes fuient vers l'ouest, laissant derrière eux des villages figés dans le temps. Pourtant, ces lieux désertés recèlent des histoires de résilience, de désespoir et de survie. Pourquoi des millions de personnes fuient-elles alors que si peu reste? C'est la réalité cachée de la moitié oubliée du Canada. Commençons. Partie 1. Aux confins de la carte. 1. Terre-Neuve et Labrador, le prix de la beauté. À l'extrême est de l'Amérique du Nord, là où le continent se fond dans l'Atlantique, se trouve une province à la fois époustouflante et brutale. Terre-Neuve et Labrador est un paradoxe sculpté dans la roche et le brouillard magnifique, indomptable et en grande partie déserté. Sa population avoisine les 520 000 habitants, dispersés dans des villages côtiers accrochés aux falaises comme de la vieille peinture sur du bois patiné. L'intérieur des terres est majoritairement une nature sauvage et intacte. Les routes s'arrêtent brusquement là où commencent les forêts et les fjords. Ici, l'isolement n'a rien de poétique, c'est le quotidien. Pourtant, même ce vide a un prix que peu sont prêts à payer. Depuis des décennies, la jeunesse disparaît. Chaque année, des milliers de personnes partent vers l'ouest, attirées par de meilleurs salaires dans les usines de l'Ontario ou les champs pétrolifères de l'Alberta, laissant derrière elles des villages de pêcheurs figés dans le temps, tant sur le plan démographique que personnel. Dans des villes comme Bonavista ou Twilingat, les effectifs scolaires ont chuté si brutalement que certaines salles de classe sont désertes, les tableaux noirs encore à moitié recouverts des traces de la dernière leçon. Il ne reste qu'une communauté d'aînés qui se souviennent de l'époque où chaque port grouillait de bateaux, chaque rue résonnait de rives. Désormais, même les cloches de l'église résonnent plus longtemps. Le temps lui-même semble résonner plus fort ici. La géographie qui caractérise Terre-Neuve et Labrador la maintient également prisonnière. Les hivers apportent non seulement de la neige, mais aussi une pluie verglaçante qui transforme chaque surface en verre. Des vents violents isolent des villes entières pendant des jours. Les ferries s'arrêtent, les avions sont cloués au sol et les lignes d'approvisionnement se rompent aussi facilement que la glace. Pour la plupart des résidents, vivre ici signifie composer avec la météo, non pas comme un inconvénient, mais comme une nécessité. Le prix du mazout peut engloutir la moitié du budget hivernal d'une famille. Avec l'inflation mondiale, les fameuses maisons bon marché de Terre-Neuve ne le sont plus du tout une fois le chauffage en marche. La beauté a un prix. Au fait, la création de ces vidéos demande du temps et des ressources. Abonnez-vous pour soutenir notre travail. Continuons. Sur le plan économique, la province oscille entre espoir et désespoir. L'exploitation pétrolière extracôtière promettait autrefois la prospérité, mais les prix se sont effondrés, les plateformes ont fermé et les villes qui célébraient la création d'emplois ont soudainement dû faire face à des licenciements massifs. La pêche à la morue, jadis vitale pour la province, a été automatisée ou délocalisée. L'exploitation minière est toujours florissante à l'intérieur du Labrador, mais ses camps sont si isolés que les travailleurs font des allers-retours en avion sans laisser de traces dans l'économie locale. Dans certaines villes, on peut acheter une maison pour moins cher qu'une voiture, mais à quoi sert une maison s'il n'y a ni travail, ni médecin, ni personne pour vous rendre visite? On peut acheter une maison, mais peut-on y construire une vie? Le tissu social lui-même est mis à rude épreuve. Les hôpitaux se regroupent dans des centres régionaux éloignés. L'accès à Internet au débit reste inégal, et dans certains villages isolés, il faut des heures pour atteindre les urgences. Pourtant, malgré les difficultés, nombreux sont ceux qui restent, non par ignorance, mais par amour. La musique, l'humour et la solidarité sont profondément ancrés à Terre-Neuve. Ici, la richesse se mesure non pas aux revenus, mais à la résilience. On plaisante sur le brouillard, on partage de la nourriture pendant les tempêtes et on transforme les tragédies en légendes. Il y a une fierté à endurer ce que d'autres fuient. Comme l'a dit un jour un habitant, on est peut-être fauché, mais on ne s'ennuie jamais. La résistance devient une valeur en soi. Visuellement, les contrastes sont saisissants. À St. John's, Gélibéon explose de couleurs, comme pour défier l'Atlantique gris lui-même, tandis qu'à quelques kilomètres de là, de vieux ports de pêche se délabrent silencieusement sous les cris des goélands. Un pêcheur commence sa journée avant l'aube, remontant ses filets d'une mer plus vieille que la mémoire, tandis qu'à la périphérie de la ville, une école, les fenêtres et les portes barricadées, voit sa cour de récréation ensevelie sous la neige. Ce n'est pas seulement la beauté et le déclin, c'est la beauté née du déclin. Terre-Neuve et Labrador illustrent ce qui arrive lorsque l'isolement est à la fois une malédiction et une couronne. Chaque carte postale cache une facture. 2. L'île du Prince-Édouard, la carte postale qui gît en hiver. De l'autre côté du golfe du Saint-Laurent, l'île du Prince-Édouard apparaît comme l'antidote, petite, verdoyante, idyllique.
C'est l'île aux falaises rouges, aux champs vallonnés et aux charmes d'âne aux pignons verts. Avec moins de 200 000 habitants, c'est la province la moins peuplée du Canada, mais aussi l'une des plus photographiées. De loin, elle ressemble à un conte de fées fait de coucher de soleil et de rivage. Pourtant, sous la lumière estivale se cache une autre histoire, celle du chômage, des promenades désertes et des hivers longs et solitaires. La carte postale ne montre pas le vent. L'économie de l'île du Prince-Édouard repose sur 3 piliers fragiles, le tourisme, la pomme de terre et la pêche. Durant l'été, Cavendish Beach est envahi de vacanciers et les chalets se louent plus cher que les appartements en ville. Mais à la fin de la saison, les foules disparaissent du jour au lendemain. Les hôtels ferment leurs portes, les promenades résonnent et des quartiers entiers semblent endormis jusqu'en mai. Le taux de chômage hors saison demeure parmi les plus élevés du Canada atlantique et les salaires sont largement inférieurs à la moyenne nationale. Les insulaires survivent au mois d'hiver en économisant le moindre sou de leurs étés courts et frénétiques. Lorsque le flot de touristes se retire, l'île retrouve son visage authentique. La pandémie a brièvement tout changé. Des télétravailleurs de Toronto et de Montréal sont arrivés avec des salaires élevés et des attentes encore plus grandes, faisant grimper les prix des maisons à des sommets historiques. Pendant un instant, l'île du Prince-Édouard a ressemblé à la nouvelle frontière, terrain bon marché, rue sûre, vue sur l'océan. Mais lorsque les frontières ont rouvert et que la nouveauté s'est estompée, la réalité a repris le dessus. Ceux qui avaient surpayé se sont retrouvés piégés avec des propriétés dont personne ne voulait en janvier. Les prix ont chuté, les annonces se sont prolongées et les péages des ponts et les coûts d'assurance ont discrètement anéanti toute économie. L'accessibilité financière est saisonnière, non garantie. Ici aussi, les infrastructures sont soumises aux aléas des saisons. Le pont de la Confédération, qui relie l'île au Nouveau-Brunswick, est fermé lors des tempêtes. Les traversiers sont immobilisés par les vents violents. L'accès aux soins de santé dépend de la situation géographique. Plus on est proche de Charlottetown, meilleures sont les chances. En dehors de la capitale, la pénurie de médecins et les longs trajets pour obtenir des services de base sont monnaie courante. Les résidents décrivent les hivers comme claustrophobes, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause du silence, une sorte de froid psychologique. Dans les petites villes, tout le monde se connaît, mais ce confort peut vite se transformer en pression. En hiver, l'île semble plus petite que sur la carte. Pourtant, l'île du Prince-Édouard ne décline pas, elle se transforme. De jeunes agriculteurs expérimentent des cultures durables, des artistes réhabilitent des granges abandonnées en ateliers et les conseils municipaux encouragent les énergies renouvelables pour réduire la dépendance au pétrole importé. Derrière les difficultés, il y a l'expérimentation, l'innovation à petite échelle remplace le déclin industriel. Mais même ce renouveau est teinté de mélancolie. Chaque réussite s'accompagne d'un astérisque évoquant la hausse des coûts, le vieillissement de la population et la baisse des effectifs scolaires. Ici, la réinvention se heurte toujours au repli sur soi. Vue du ciel, l'île demeure un chef-d'œuvre de couleur et de calme. Mais en janvier, à y regarder de plus près, cette sérénité se révèle être une lutte pour la survie. Le vent déchire les dunes gelées, les chalets vides tremblent et le silence devient un personnage à part entière. Les insulaires disent qu'on peut entendre la mer de partout, même à des kilomètres à l'intérieur des terres, non pas parce qu'elle est bruyante, mais parce qu'il n'y a plus rien pour la couvrir. C'est le paradoxe de l'île du Prince-Édouard, belle, abordable et d'une beauté silencieusement épuisante. Le silence n'y est jamais vraiment absolu. Les provinces de l'Atlantique sont les plus anciennes colonies du Canada, et pourtant, elles se trouvent aujourd'hui en marge de l'imaginaire national, admirées, idéalisées, mais de plus en plus abandonnées. Les maisons bon marché attirent les rêveurs, les hivers les font fuir. Et à mesure que l'on s'enfonce dans les terres, au-delà de la brume, dans les forêts et les collines du continent, une nouvelle tendance se dessine. L'accessibilité financière ne disparaît pas, elle se multiplie, mais les raisons pour lesquelles les gens partent s'amenuisent aussi. Plus on s'enfonce dans les terres, plus le paysage de cartes postales se dégrade. Partie 2. Là où l'accessibilité financière masque le déclin. Troisième partie, Nouveau-Brunswick, l'illusion du bon marché. Si Terre-Neuve nous apprend que la beauté peut ruiner, le Nouveau-Brunswick démontre que l'accessibilité financière peut être trompeuse. Avec un peu moins d'1 million d'habitants, c'est l'une des provinces les moins peuplées du Canada, une terre de forêts, de rivières et de petites villes où les annonces immobilières semblent presque incroyables. Une maison familiale à 280 000 $. Une ferme à 160 000 $. Des rues entières dont le prix est inférieur au loyer mensuel d'un appartement à Toronto. Mais derrière chaque bonne affaire se cache un calcul qui ne s'équilibre jamais vraiment. Bon marché ne rime pas avec durable. La province est divisée par la géographie et la prospérité. Au sud, Moncton, Saint John et Fredericton connaissent une croissance modérée.
Moncton prospère en tant que centre logistique et technologique bilingue. Fredericton grouille de fonctionnaires et d'étudiants. Pourtant, en remontant vers le nord en direction de Miramichi, Bathurst ou Campbelltown, le paysage devient paisible. Des usines désaffectées bordent des rivières immaculées et les centres-villes se fondent dans le paysage, laissant place à des magasins à $1 et des façades condamnées. Cette fracture nord-sud est devenue la cicatrice emblématique du Nouveau-Brunswick. Les emplois ont disparu, mais les maisons demeurent, attendant des acheteurs qui se font rares. Ici, même la prospérité a un accent. Les industries qui ont bâti la province, pâtes et papier et pêche, existent encore, mais surtout de nom. L'automatisation a réduit de moitié la main-d'œuvre, les jeunes générations ne sont jamais revenues. La province s'est tournée vers les centres d'appel, les bureaux gouvernementaux et la petite industrie manufacturière, mais ces secteurs offrent la stabilité, pas la richesse. Le revenu médian des ménages est inférieur de plusieurs milliers de dollars à la moyenne nationale, tandis que les produits de première nécessité coûtent le même prix que dans les provinces plus riches. Les taux d'imposition foncière sont parmi les plus élevés du Canada, ce qui fait grimper discrètement le prix des maisons bon marché. Les factures ne cessent d'augmenter tandis que les salaires stagnent. Pour beaucoup, se chauffer est une question de survie. Les hivers du Nouveau-Brunswick sont rigoureux, avec de longs épisodes de gel et des factures d'électricité qui peuvent atteindre $400 par mois. L'espoir d'un logement abordable s'évapore souvent avec le gel. Le système de santé est également devenu fragile. Les urgences hospitalières ont dû fermer leurs portes à plusieurs reprises en raison du manque de personnel. Pour les résidents des régions rurales, une simple blessure peut nécessiter 2 heures de route. Pendant ce temps, Saint John, la plus ancienne ville de la province, lutte contre une hausse de la petite criminalité liée à la drogue, de celle qui incite les résidents à verrouiller leurs portes à double tour sans en parler. Le bas prix a un coût caché. Et pourtant, dans le calme apparent, se cache une certaine résilience. Le bilinguisme est profondément ancré, façonnant une culture de l'adaptation. L'héritage acadien engendre une fierté de survie, des communautés qui se reconstruisent avec ténacité plutôt qu'avec faste. Dans les petites villes, l'entrepreneuriat s'épanouit dans les devantures vides, microbrasseries, chambres d'hôtes, boutiques d'artisanat en ligne. La vie est là, mais elle bouillonne discrètement, trop faible pour enrayer le déclin démographique. Chaque nouvelle entreprise est comme une lutte contre la gravité. Le bas prix repose sur le courage, non sur le confort. Vue du ciel, la province paraît luxuriante et infinie, des forêts ondulantes jusqu'à la mer, mais de l'intérieur, elle semble vidée de toute substance. Ce n'est pas tant la pauvreté qu'une attente, des villes qui attendent un retour qui ne vient jamais. Et c'est là la grande illusion du bas prix. Un prix bas peut masquer le coût du vide, de la distance, de l'entretien et du temps. L'accessibilité financière devient le reflet du déclin. 4 Nouvelle-Écosse, Halifax rayonne, les routes de campagne s'éteignent. Si le Nouveau-Brunswick est une histoire d'illusion, la Nouvelle-Écosse est une histoire de contraste, une province divisée non par la richesse, mais par l'orientation. Près de la moitié de son million d'habitants vivent dans la municipalité régionale d'Halifax, une ville en plein essor qui brille par ses universités, ses jeunes pousses technologiques et ses appartements en bord de mer. Le reste habite des villes de pêcheurs, des villages forestiers et des routes oubliées, à l'écart de cette effervescence. La carte est petite, mais le fossé paraît immense. Halifax grandit tandis que les routes de campagne se dégradent. Halifax semble inarrêtable. L'économie de la ville repose sur les institutions gouvernementales, la Marine royale canadienne et l'Université Dalhousie. Un afflux de télétravailleurs et de retraités de l'Ontario a transformé le marché des condos en un champ de bataille. Les loyers ont augmenté de plus de 20% dans certains quartiers entre 2020 et 2023, et le rêve d'acheter une maison s'est éloigné même pour les résidents locaux. Mais à 1 heure de route, vers Yarmouth, Digby ou Guisborough, les prix s'effondrent. Maison à moins de $200 000, terrain pour moins d'1 an de loyer en ville. Pourtant, chaque annonce s'accompagne d'une mention discrète, à rénover. Ici, le bon marché rime avec éloignement des commodités. Sur la rive sud, le charme cache une certaine lassitude. L'été, le port pastel de Lunenburg attire les touristes, mais dès novembre, les commerces ferment, les rues se vident et les habitants troquent les conversations touristiques contre le bourdonnement des chaudières au mazout. Les écoles rurales fusionnent, les trajets des autobus s'allongent et le système de santé se dégrade d'année en année. La pénurie de médecins en province est si grave qu'en 2025, plus de 150 000 résidents n'avaient pas de médecin de famille. Le gouvernement promet des réformes, la population s'adapte. L'hiver est une épreuve. Les tempêtes sont aussi devenues plus violentes. Les ouragans de l'Atlantique frappent désormais plus au nord, inondant les sous-sols et faisant grimper les primes d'assurance de façon spectaculaire.
Dans les hameaux côtiers, les propriétaires sont confrontés à un cruel paradoxe. Les maisons les moins chères sont souvent celles qui sont trop près de la mer pour être assurées. Même ceux qui restent doivent faire face à la hausse des coûts du fioul, des matériaux de construction et de l'entretien de leurs propriétés. Chaque économie réalisée sur le prix de l'immobilier se répercute sur la facture d'énergie. La nature finit toujours par réclamer ce que le budget nous a donné. Pendant ce temps, la vie nocturne d'Halifax brille de mille feux, contrastant avec la lassitude rurale. Brasseries, festivals et salaires réguliers de la marine ont créé une bulle d'optimisme presque étrangère au sein même de la province. Pourtant, la criminalité raconte une autre histoire. Les agressions nocturnes au centre-ville ont doublé en 10 ans et la police décrit une ville qui grandit plus vite qu'elle ne peut se gérer. Loin de cette effervescence, les routes de campagne témoignent de formes de déclin plus insidieuses, motels abandonnés, granges vandalisées et consommation de drogue qui s'insinue comme un brouillard épais. La province vit sur deux temporalités à la fois. Pourtant, la Nouvelle-Écosse s'accroche à une identité forgée par la résilience. La mer nourrit et punit, des communautés renaissent de leurs cendres après des naufrages et des tempêtes. À Mahon Bay ou à Parksboro, des familles ont des racines qui remontent à plusieurs siècles, unies par les liens du sang et les aléas climatiques. Le paysage est exquis, criques, falaises, vergers, mais même la beauté pèse lourd lorsqu'elle est la seule chose qui reste intacte. L'accessibilité financière est devenue le nouvel isolement. De loin, les Maritimes ressemblent au paradis des chasseurs de bonnes affaires, maisons abordables, vie paisible, calme côtier. Mais en y regardant de plus près, le tableau change. Chaque province troque l'accessibilité financière contre autre chose, la stabilité, les services ou la jeunesse. À Terre-Neuve, c'est le climat qui en a fait les frais. À l'île du Prince-Édouard, le silence. Au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, le déclin se dissimule sous des apparences d'opportunité. Et au-delà des Maritimes, à travers la longue et plate étendue des prairies, une autre réalité attend, là où la terre s'étend à perte de vue et où les gens se perdent dans le vent. Au-delà des Maritimes, le froid devient existentiel. Partie 3, le mirage des prairies. 5 Manitoba, le marché gelé. Si les Maritimes murmurent la nostalgie, les prairies résonnent de l'immensité. Le Manitoba s'étend à perte de vue, plat et infini, où le ciel semble plus vaste que l'imagination. Pourtant, sous cet horizon se cache un paradoxe, des terres abondantes, des maisons abordables et un froid qui sape le corps et l'ambition. Avec environ 1,4 million d'habitants, dont la moitié à Winnipeg, le Manitoba se présente comme le paisible centre du Canada. Géographiquement stable mais démographiquement fragile. La promesse est simple, de l'espace pour respirer, une maison abordable. La réalité ? Ce souffle se transforme en givre. Cette aubaine glacée coûte plus cher qu'elle n'économise. Winnipeg domine l'histoire de la province, une ville de murales, de festivals et de statistiques sur la criminalité qui semblent se contredire. Sa scène artistique rayonne même pendant les hivers à moins 30 degrés Celsius, galeries d'art illuminées au néon, jazz en direct et marchés multiculturels. Mais à 2 pas de cette effervescence, des maisons aux murs condamnés bordent des rues désertes. Winnipeg figure régulièrement parmi les villes canadiennes les plus touchées par la criminalité violente, principalement due à la pauvreté et à la consommation de drogue. Pourtant, les prix des logements attirent les rêveurs, environ 350 000 $ Canada en moyenne, bien en dessous de la médiane nationale. Mais les réparations, le chauffage et l'assurance épongent rapidement les économies. Une maison bon marché peut vite devenir un gouffre financier. Au-delà de Winnipeg, le paysage s'étend dans le silence. Le Manitoba rural se vide depuis des décennies. Des villes comme The Pas et Flin Flon subissent des pertes démographiques si importantes que les épiceries ferment avant les écoles. Dans le nord, de nombreuses communautés dépendent entièrement des transports aériens. Les routes d'hiver ne sont praticables que quelques mois avant de se transformer à nouveau en marécage. Le prix du lait ou des fruits peut tripler par rapport au sud. Certains résidents se chauffent au bois, car la livraison de diesel coûte plus cher que le bois de chauffage lui-même. L'isolement ne s'arrête pas aux portes de la ville, il s'accentue. Au fait, chaque article demande des heures de recherche et de révision, abonnez-vous pour ne rien manquer. Le climat est impitoyable. Des blizzards balaient les plaines avec une violence extrême, coupant les routes pendant des jours. En 2022, Winnipeg a enregistré un record de 160 cm de neige. Dans le nord, les températures sont descendues sous les moins 40 degrés Celsius. Les inondations de la rivière Rouge ont détruit des quartiers entiers, forçant des évacuations qui se répètent comme un rituel. Tous les 2 ou 3 ans, le Manitoba reconstruit les mêmes communautés que la nature ne cesse de reconquérir. Les indemnisations d'assurance augmentent, mais la reconstruction se poursuit, un dialogue acharné entre la volonté humaine et les éléments. Ici, la résilience est la seule infrastructure qui ne s'effondre jamais.
Sur le plan économique, la province survit grâce à un équilibre fragile. L'industrie manufacturière, l'agriculture, les transports et les emplois publics. Mais la croissance est lente. Les augmentations de salaires sont inférieures à l'inflation et l'exode des jeunes vers l'Alberta et l'Ontario est devenu une tradition générationnelle. Le gouvernement provincial vante la stabilité, mais cette stabilité ressemble à une stagnation lorsque les opportunités ne se présentent jamais. Les petites entreprises ouvrent avec enthousiasme et ferment discrètement, laissant leurs panneaux, à louer, flotter au vent des prairies. Dans cette province aux vastes étendues, l'ambition se heurte à des obstacles. Il y a pourtant de la poésie dans la persévérance du Manitoba. Les communautés autochtones et métisses continuent d'ancrer leur identité culturelle par l'art et l'activisme. Leur festival compte parmi les plus dynamiques du pays. Au centre-ville de Winnipeg, on peut voir une murale célébrant Louis Riel face à une devanture de magasins condamnés, défis et délabrement côte à côte. Cette coexistence définit le Manitoba, fier, créatif et toujours en train de composer avec l'adversité. L'hiver met l'âme à rude épreuve, mais il forge aussi le caractère. Si Saskatchewan, ciel infini, bon vide. Si le Manitoba est une épreuve d'endurance, la Saskatchewan est une expérience de silence. Avec seulement 1,25 million d'habitants dispersés sur une province 2 fois plus grande que le Royaume-Uni, elle ressemble moins à un lieu qu'à un horizon. Sa devise était autrefois « Terre des ciels vivants », aujourd'hui ce serait peut-être « Terre des gens qui partent ». La promesse de terre bon marché, de villes tranquilles et de grands espaces masque un vide qui n'a rien à voir avec l'espace. Ciel infini, bon vide. L'économie de la province repose sur le blé, la potasse et l'uranium, des ressources vulnérables aux fluctuations de prix. Lorsque les marchés mondiaux sont en plein essor, Regina et Saskatoon vibrent d'optimisme. Lorsqu'ils s'effondrent, les villages ruraux disparaissent des recensements. Entre 2016 et 2021, plus de 100 villages ont perdu des habitants, certains ont même été entièrement dissous. Les jeunes continuent de migrer vers l'ouest, vers les champs pétrolifères de l'Alberta, une migration si ancienne qu'elle relève presque de la culture. Pour ceux qui restent, la vie est stable, mais de plus en plus restreinte. Les périodes de prospérité se font sentir, les crises persistent. Le climat ajoute à la cruauté. Les hivers sont rigoureux, avec des températures ressenties avoisinant les moins 45 degrés Celsius. Les étés sont caniculaires, marqués par la poussière et la grêle. En 2023, de violentes tempêtes ont causé plus de 150 millions de dollars de dégâts aux récoltes et aux biens, un coup dur pour les agriculteurs déjà accablés par la hausse des prix du carburant et des engrais. Les primes d'assurance agricole augmentent chaque année, et certaines maisons ne sont tout simplement pas assurées. Lorsqu'une catastrophe survient, les communautés se reconstruisent ensemble, mais chaque année, elles sont moins nombreuses à revenir. La météo redessine la carte plus vite que les urbanistes ne peuvent la tracer. Saskatoon et Regina, les 2 seuls véritables centres urbains de la province, offrent des îlots de dynamisme. Les rives de la rivière à Saskatoon scintillent de festivals artistiques et de cafés, les universités et l'Assemblée législative de Regina maintiennent une certaine effervescence. Mais en dehors des limites de la ville, les services se raréfient considérablement. L'hôpital le plus proche peut se trouver à 90 minutes, les patrouilles de police sont encore plus rares. Les trajets domicile-travail s'étendent sur des plaines interminables, transformant chaque emploi en un casse-tête logistique. Le prix de l'essence a lui seul anéanti le prétendu avantage de l'accessibilité rurale. L'espace n'est pas synonyme d'opportunité. Le tissu social a lui aussi changé. Là où jadis la patinoire ou l'église locale rythmait la vie d'une ville, les fermetures ont laissé place au silence. Les écoles abandonnées témoignent de l'exode rural. Même les salles communautaires, jadis le cœur de la province, accueillent moins de mariages et davantage de ventes de succession. Pourtant, au milieu de ce vide, persiste une fierté tenace, la conviction que les épreuves elles-mêmes constituent un héritage qu'il convient de préserver. Les agriculteurs se rassemblent au marché aux bestiaux non seulement pour vendre leurs récoltes, mais aussi pour perpétuer le souvenir. La tradition perdure même lorsque la ville disparaît. Sur le plan économique, le paradoxe s'accentue. Saskatoon a flirté avec l'idée de devenir un pôle technologique attirant de jeunes entreprises, mais son envergure reste modeste. Les exportations de potasse soutiennent le PIB provincial, mais les profits se concentrent dans des tours d'habitation loin des champs. La richesse du sol y reste rarement. Le financement de l'éducation rurale diminue à mesure que les effectifs scolaires baissent, et le logement, bien qu'abordable, souvent à moins de 200 000 $, s'accompagne de risques de dommages causés par les tempêtes, d'isolement et d'incertitude quant à sa revente. Un logement abordable sans stabilité n'est rien d'autre qu'une érosion déguisée. Pourtant, la Saskatchewan fascine par son immensité. Au crépuscule, près de Moose Jaw ou de Kindersley, l'horizon se teinte de rose au-dessus d'une mer de blé si vaste qu'elle semble infinie.
Ce spectacle séduit les nouveaux arrivants chaque année jusqu'à la première tempête de neige, la première panne de courant, le premier trajet d'une heure pour faire les courses. Le rêve se mue alors en une réalité plus froide et plus vraie. En Saskatchewan, on ne vit pas, on subit. Et ceux qui restent ne mesurent pas leur succès à l'aune de leurs revenus, mais à celle de leur simple présence. Ici, survivre est déjà un exploit. Au-delà de ces plaines se tache quelque chose de plus grand et d'encore plus étrange. Au nord des champs de blé, au-delà des lacs et des forêts, s'étend une province qui les surpasse toutes, culturellement riche, mais géographiquement inhospitalière, célèbre, mais oubliée en dehors de ses villes. Le Québec abrite peut-être le quart de la population canadienne, mais la majeure partie de son territoire est plongée dans le silence. Et au nord de cette immensité se trouve quelque chose d'encore plus grand. Partie 4, au-delà du corridor. C'est Québec, la province géante inhabitée. Les cartes sont trompeuses. Le Québec paraît immense, s'étendant de la frontière américaine au cercle polaire arctique, couvrant près d'un sixième du territoire canadien. Pourtant, au-delà du mince ruban du fleuve Saint-Laurent, la province est en grande partie inhabitée, un royaume de forêts, de lacs et de rochers. Plus de 8,7 millions de personnes vivent au Québec, mais 80% d'entre elles résident à Montréal et dans les environs. Au-delà de ce corridor se trouve un autre monde vaste, froid et d'un silence inquiétant. Une province géante où la majeure partie de la carte est inhabitable. En se dirigeant vers le nord-est, la civilisation disparaît rapidement. Les falaises côtières et les minuscules villages de pêcheurs de la Gaspésie semblent relever davantage du mythe que de la modernité. La côte nord s'étend sur plus de 1200 km et compte à peine 90 000 habitants disséminés entre la toundra et la mer. Les routes se terminent en chemin de gravier et les tempêtes hivernales les effacent complètement. Chaque communauté a ses propres calculs de survie. Une génératrice diesel, une déneigeuse, un médecin qui fait la navette 2 fois par mois. Les maisons peuvent se vendre jusqu'à 100 000 $ Canada, mais le transport des provisions ou du carburant peut coûter presque autant chaque année. Le faible coût du foncier contraste avec l'immensité du territoire. Plus à l'intérieur des terres, les régions de l'Abitibi et du Saguenay offrent un autre exemple d'isolement. Nées de l'essor minier et forestier, elles ont prospéré au milieu du 20e siècle, lorsque le chemin de fer promettait la pérennité. Aujourd'hui, l'automatisation et les fluctuations du marché les ont laissées à moitié désertées. Les mines fonctionnent avec un effectif réduit. Les usines de pâte et papier ferment sans cérémonie. Des villes comme Chapet ou Lebel-sur-Quévillon oscillent entre survie et souvenir. Les annonces immobilières sont alléchantes de grandes maisons à 150 000 $ Canada et pourtant, les panneaux « maisons vides » pullulent. Les salaires stagnent tandis que le coût de la vie augmente, les jeunes partent en ville. La carte est pleine, mais les villages se vident. Et puis il y a le Nunavik, la frontière arctique du Québec, accessible uniquement par avion. Ces 14 villages inuits vivent dans un monde de logistique permanente où chaque repas, outils et médicaments arrivent par avion ou par bateau saisonnier. Un carton de lait peut coûter 12 $. Les matériaux de construction arrivent avec des mois de retard. Pourtant, malgré la pénurie, les communautés restent farouchement vivantes. La langue, l'art et les traditions forment un écosystème de résilience. Leur survie prouve que vivre dans le Nord est possible mais pas rentable. L'Arctique ne récompense pas le confort, il récompense la continuité. Le paysage lui-même se dresse contre l'habitation. Le bouclier canadien domine tout, granit ancien, sol mince et des dizaines de milliers de lacs qui font de la construction de routes une véritable épreuve d'endurance. L'entretien des infrastructures coûte des milliards et chaque nouveau kilomètre rapporte moins. Les tempêtes de verglas brisent les lignes électriques plus vite qu'on ne peut les remplacer. La pluie verglaçante peut paralyser des villes pendant des semaines. La tempête de verglas de 1998 a laissé 3 millions de Québécois sans électricité, un traumatisme encore raconté comme une légende. Le message est clair, la nature fixe le prix. Chaque kilomètre plus au nord double le coût de la vie. Pourtant, malgré toutes ces difficultés, le Québec rayonne de culture et de fierté. Même ces plus petites paroisses vibrent d'une identité française, préservée par les festivals, la gastronomie et une communauté soudée. Dans des villages comme Kamouraska ou Baie-Saint-Paul, les cloches des églises résonnent dans des rues presque désertes, un écho qui traverse le temps plutôt que la distance. Les gens restent non pas par facilité, mais parce que c'est chez eux. Cette résilience collective définit l'âme du Québec, la conviction que l'appartenance vaut plus que le confort. Le patrimoine devient une sorte de refuge. Le tourisme donne une image trompeuse. L'été amène motocyclistes, randonneurs et campeurs à la recherche de nature sauvage intacte. Les chalets se remplissent, les rivières grondent et les restaurants résonnent des conversations françaises et anglaises. Mais en décembre, le silence revient. Les chalets restent vides, les routes se couvrent de glace et la nature reprend ses droits. Les habitants décrivent l'hiver comme
6 mois d'attente. Dans de nombreuses villes du Nord, le déneigement et le chauffage coûtent 4 000 $ ou plus par ménage chaque année, annulant tout avantage lié au faible coût du logement. Le prix du silence, c'est la chaleur. Économiquement, au-delà de son corridor économique, le Québec vit d'extraction, barrages hydroélectriques, mines, exploitation forestière, des projets qui enrichissent la province, mais rarement ses habitants. Les travailleurs se déplacent au gré des vols, les profits s'envolent vers le sud. Il ne reste que des infrastructures fantômes, des routes construites pour des industries disparues, des lignes électriques alimentant des villes à des centaines de kilomètres. C'est une province partagée entre producteurs d'énergie et consommateurs, entre potentiel cartographié et absence vécue. Ici, le bas prix mesure le vide, non l'opportunité. Malgré tout, la vie s'accroche obstinément. Des artistes se retirent en Gaspésie pour la solitude, de jeunes familles recherchent la tranquillité du Bas-Saint-Laurent, des aînés refusent de quitter leurs maisons ancestrales malgré les congères qui ensevelent leurs portes. Il y a de la beauté dans cette persistance, mais aussi de la tragédie dans la répétition. Chaque génération redécouvre la même vérité. La terre bon marché n'achète pas le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance a un prix. Le froid enseigne ce que l'économie oublie.